Aujourd'hui, je vous propose de voir ensemble plusieurs méthodes qui paraissent toutes simples, qui paraissent toutes évidentes. Et je trouve que c'est intéressant d'en parler avec vous, vous expliquer justement pourquoi je n'applique pas à la lettre ces méthodes. Donc, première méthode sur laquelle on va revenir. Pourquoi est-ce que tu travailles encore par moment ton sol et pourquoi tu ne fais pas tout simplement cette fameuse méthode du non-travail de sol? Ça me fait penser à une dernière vidéo de Damien où il lance encore un nouveau potager sur sa chaîne Permaculture Agroécologie. Et c'est vrai qu'on le voit juste déposer du foin, des paillages, des broyats sur son sol et tout semble quelque part facile. Alors là-dessus, moi, je voudrais vraiment revenir sur les galères que j'ai pu rencontrer en essayant vraiment de mettre en place cette pratique. Je me souviens, il y a 15 ans, il y a 10 ans, les claques que j'ai pris dans la figure parce que, à mon sens, jardiner sans travail de sol demande déjà d'avoir un sol que j'appellerais autonome, que j'appellerais déjà grouillant d'activité biologique. Et pour ça, il faut un sol qui soit bien texturé, sans cailloux, sans herbes indésirables, avec une belle humidité, qui n'est pas trop chaud, qui n'est pas trop froid, qui ne soit pas trop sec, qui ne soit pas au contraire imbibé d'eau. Et tout ça demande d'avoir un sol de départ qui soit donc déjà bien texturé, bien structuré, souvent d'une couleur assez noire. C'est ce qui se passe chez Damien d'ailleurs, on le voit tirer là une motte de son sol. On sent que c'est meuble, que c'est noir, c'est ce qu'on appelle une terre maraîchère, une terre franche, une terre de prairie. Et là effectivement, moi j'appelle ça d'ailleurs l'estomac. Quand on a un sol qui a un estomac, qui est grouillant de de macro-organismes, eh bien on peut le nourrir en surface sans trop le travailler. On va apporter des matières organiques plus ou moins grossières, des composts, des fumiers, des végétaux. Et tout ça va nourrir l'activité biologique et c'est l'activité biologique qui va travailler, qui va aérer le sol à notre place. Mais quand on se retrouve dans une situation comme j'ai pu l'être il y a 10 ans, où je me retrouve face à un sol qui est farci de cailloux, qui est farci de remblais, qui n'a pas de sable grossier, qui n'a pas de vers de terre, qui n'a pas d'activité macro, même microbiologique, qui est tassé, qui est compact, qui est souvent trop sec, eh bien je peux vous garantir que le non-travail de sol, eh bien on va s'y casser les dents. Vous allez mettre un paillage en surface, mais il n'y aura pas l'estomac en dessous pour manger ce paillage. Donc le paillage va se faire décomposer par la vie biologique ambiante plutôt que celle sous terre. Il va finir par se rendre en miettes, en poussière, se volatiliser et le sol en dessous ne va pas en bénéficier. Je prends souvent cet exemple du steak haché. Si vous le donnez à un nourrisson, le nourrisson ne va pas pouvoir le manger, il va mourir et le steak haché va pourrir. Il n'y aura pas de symbiose. Alors que si on donne un steak haché à moi, à quelqu'un d'adulte, je vais en tirer de l'énergie et le steak haché va être consommé. Donc c'est pareil avec un sol vivant, quand vous y posez dessus un steak haché, un paillage, il faut un estomac en dessous. Donc voilà pourquoi encore aujourd'hui, même après 10 ans sur ce dernier potager, je continue par moments à travailler mécaniquement, à faire jouer un peu de ma grelinette pour faire une action mécanique en complément de mon activité biologique dans le sol, parce que celle-ci est parfois trop capricieuse, trop lente, trop peu présente. J'ai aussi un pH de sol qui est trop calcaire, donc l'activité biologique n'est pas dans un contexte idéal. Et au potager, pour avoir un sol meuble, friable, sans contrainte physique, que les racines puissent se développer, c'est toujours un compromis entre le travail de l'activité biologique et de l'activité mécanique. Donc quand vous avez 100% d'efficacité avec l'activité biologique, ok, on peut se passer de travail de sol, mais c'est loin d'être le cas pour tout le monde, pour tous les sols, pour tous les climats, pour tous les jardiniers. Et puis l'autre contrainte, c'est que cette technique est très chouette, mais pour qu'on ait une activité biologique constamment présente, il faut la nourrir, il faut l'héberger et il faut donc de la matière organique et ce n'est pas donné à tout le monde d'avoir 2, 3, 4 kilos de matière organique sèche au mètre carré. Il faut avoir du terrain, il faut avoir des végétaux, il faut avoir du compost, il faut pouvoir recycler ça, il faut pouvoir aller le chercher sur la nature pour le mettre au potager et ça, ce ne sont pas tous les jardiniers. Moi, le premier, je manque souvent de matière organique et du coup, l'activité biologique n'est pas toujours suffisamment nourrie et je dois combler avec une activité mécanique. Donc voilà pour ce travail de sol, c'est pourquoi encore cette saison, même sur des parcelles les plus anciennes qui sont aujourd'hui riches, qui sont en autonomie je dirais, je vous reparle de ce sol autonome, et bien même sur ces parcelles, peut-être qu'il m'arrivera par moment de travailler un petit peu le sol pour vraiment toujours espérer la meilleure oxygénation qui est si importante pour le travail des bactéries, pour que les racines se développent, pour que l'eau pénètre, pour que le potager simplement soit fertile, soit
productif et qu'on puisse espérer les meilleurs résultats. Donc voilà, je pourrais vous en parler 1 heure, mais on a d'autres méthodes à voir. Donc je clôture pour cette première méthode qui est le non-travail de sol, où ici je nuance et vous verrez que toutes les méthodes à venir, en fait, tout est question de nuance, d'équilibre, de juste compromis. Deuxième méthode, donc maintenant à laquelle on passe, ça va être avec les limaces. Olivier, enfin, pourquoi tu ne mises pas tout sur l'autorégulation des limaces? Ça me rappelle une vidéo aussi d'Hervé Cove qui doit avoir plus de 10 ans maintenant, cette vidéo, où c'est vrai, il vante, il met en avant que les limaces ont un rôle biologique au potager, leur bave, leur mucus, c'est de la richesse, c'est tout un équilibre micro-macro-biologique. Et moi, le premier, je peux vous garantir que j'ai des haies, que j'ai des planquettes, que j'ai des tas de bois, que vraiment, j'ai un système quand même équilibré au niveau de la biologie, de l'écosystème autour de mon potager, mais pour autant, alors là, je ne vais pas vous raconter de carabistouille, je peux vous dire que sitôt que le printemps arrive, que j'ai du paillage, que j'ai de l'humidité, eh bien c'est le cocktail magique, et régulation ou pas autorégulation, j'ai une armée de limaces qui va débouler au potager, et c'est le carnage. Et je le vis là aussi au travers de vos commentaires, chaque saison, pour peu qu'il pleuve un petit peu, vous êtes des centaines, des milliers dans les messages à me dire Olivier, c'est un carnage, j'abandonne, et pourtant j'essaie de faire de la régulation. À mon sens, donc, cette autorégulation est un petit peu trop enjolivée. Oui, ça peut marcher. Oui, on espère toujours une autorégulation d'ensemble, mais un potager reste ce qu'on appelle anthropique. C'est Didier Hemstetter, on en reparlera tout à l'heure, qui dit bien ça. Un potager, c'est quand même une place prise sur la nature, c'est de la main de l'homme. Et avec les limaces, je trouve que c'est un petit peu pareil. Il faut savoir peut-être parfois être en intervention et savoir les prélever. Alors moi, je déteste, je ne peux pas les cisailler, je les envoie loin dans la nature à côté. Parfois, c'est vrai, ça m'est arrivé aussi de mettre des granulés, c'est une poignée, je crois que la boîte elle a 5 ans dans mon abri, mais ça peut aider à trouver un compromis d'ensemble, et parfois, c'est aussi la loi de la nature, c'est la loi du plus fort, dans la nature, constamment, c'est un qui mange, qui tue l'autre pour survivre, et parfois le jardinier, à mon sens, doit faire preuve un petit peu, doit mettre sa sensiblerie de côté pour réguler au mieux les limaces. Donc, autorégulation des limaces, encore cette saison, eh bien, vous me verrez peut-être mettre une poignée de granulés par moment. Vous me verrez sortir le soir, tant pis, pour la série télé, pour le canapé, pour la lecture du soir. Je vais y aller à la frontale et sortir pour amener loin les limaces parce que malgré toutes mes préventions, eh bien, je n'ai pas une autorégulation aussi facile des limaces. On passe à la troisième méthode maintenant, là aussi pour laquelle j'ai eu vraiment, je pense, peut-être des milliers de commentaires sur ces dernières années. Pourquoi est-ce que tu ne pailles pas constamment à 100% ton potager, que ce soit avec de la paille, mais aussi avec du foin? J'ai souvent eu la remarque sur du foin. Ça me fait penser d'ailleurs à Didier, je vous en ai parlé tout à l'heure, Didier Hemstetter, qui nous montre vraiment dans sa méthode comment, avec uniquement du foin, 100% de foin, il arrive, c'est vrai, à avoir de bons résultats. Mais je trouve, je vais vous expliquer pourquoi, je trouve ici que cette méthode a aussi des inconvénients. Donc, premier inconvénient à mon sens, notamment dans ma région, c'est que le foin, ça coûte cher. La moindre botte de foin, ça va coûter 5, 6, 7, 8, 9, 10 euros parfois la petite botte de foin. Moi ici j'ai 200 mètres carrés de culture, je ne vous raconte pas le coût s'il fallait que je paille tout mon potager au foin. Sinon on peut essayer de le faire soi-même, mais pour ça il faut de la place, il faut du terrain, il faut des hectares. Et moi ici je reste sur une petite propriété, j'ai un potager, j'ai un petit peu de terrain, mais je n'ai pas du tout de quoi avoir une autonomie en paillage. J'essaie de récupérer au maximum les feuilles, les broyats, les tailles de haies, un petit peu parfois de foin, de paille que je vais parfois acheter, mais j'ai pas envie d'y dépenser des 1000 et des 100. Je suis en contact avec les cantonniers, les agents municipaux, avec des paysagistes. J'ai la chance de recevoir des bennes de broyats, mais tout ça va très vite en consommation. C'est éphémère en plus. Quand on paille une parcelle, on est content, on met 10, 20, 30 cm parfois, mais bon, au bout de quelques mois, il n'y a plus rien. Il faut
faut recommencer et recommencer. Tout ça, c'est de l'énergie, de la logistique et donc de la disponibilité en matière organique à avoir. Donc première contrainte de disponibilité et puis aussi une contrainte de praticité. Moi, je me revois replanter des laitues dans 100% de foin. Eh bien, il faut faire un trou, j'enfouis ou je dégomme la laitue d'à côté qui se retrouve ensevelie sous le foin. Quand je veux semer des petits pois, des laitues, des mange-tout, des navets, des carottes, c'est une galère parfois, je trouve, sans nom, sans fin, quand on veut semer dans un paillage en place. Et c'est pourquoi, notamment au mi-saison, je suis là aussi dans une nuance, dans un compromis pour parfois dépailler quand j'ai à faire des semis de pleine terre, quand je suis en mi-saisonnalité. Par contre, c'est vrai, en plein été, c'est non négociable ici, moi, sous mon climat, dans ma région. Je paille à 100% au maximum, j'essaie de trouver la ressource, la disponibilité pour préserver notamment l'humidité du sol. Donc ça, c'est vrai qu'en été, j'essaie de miser au maximum sur le paillage. Autre contrainte encore quand même, ça va être par rapport aux limaces, hein. Là il faut être clair et net, mais on crée l'hébergement, on crée la cachette pour les limaces, donc j'en connais beaucoup qui ne paillent pas aussi à cause de ça, et je les comprends très bien. On passe ensuite à la quatrième méthode, on va essayer de la passer assez rapidement parce que ça rejoint un petit peu le paillage, mais cette fois-ci, en fait, on va parler du compost. Pourquoi est-ce que tu ne fais pas avec 100% de compost? Moi qui vous ai montré notamment cet échange avec Charles Dowding qui nous expose comment chez lui en Angleterre, avec, c'est vrai, 100% de compost, il arrive à la fois à nourrir les cultures, à nourrir aussi son sol, parce qu'il met parfois du compost un petit peu grossier, donc il va nourrir l'activité micro-macrobiologique. Il arrive à d'excellents résultats. Il ne travaille donc jamais son sol, ce qu'il appelle le no-dig, et il nous montre vraiment qu'avec cette méthode, ça marche très bien. Donc, oui, je trouve que là aussi, il y a beaucoup d'inspiration à aller chercher, mais pourquoi, par exemple, est-ce que chez moi, je ne fais pas avec 100% de compost? Eh bien, on va retrouver un petit peu les mêmes contraintes qu'avec le paillage. Première contrainte, la disponibilité. Pourtant, moi ici, je peux vous dire que du compost, j'en fais, mais il faut, déjà, il faut du temps, il faut maîtriser ça, il faut apporter à la fois des matières structurantes, assez dures, assez sèches, des matières humides, les restes de cuisine, les restes de culture, les restes du potager, les restes végétaux. Il faut empiler tout ça, par moment il faut un petit peu le brasser, par moment il faut le protéger de la pluie pour espérer au final avoir un beau tas de compost, mais tout ça va se réduire énormément, et ce qui fait qu'en apportant des brouettes et des brouettes et des brouettes, je crois que je dois apporter vraiment des dizaines, peut-être même des centaines de brouettes dans ce tas de composteur, et au final je me retrouve avec tout juste une moitié, voire les 2/3 d'un mètre cube. C'est déjà une énorme quantité, j'en suis trop content chaque année d'amener ça, notamment pour les cultures les plus gourmandes, mais c'est totalement insuffisant pour aller nourrir l'ensemble de mon potager, et c'est pourquoi vous me voyez aussi raisonner avec d'autres clés de fertilité, avec d'autres clés d'apport de matière organique, parfois des paillages diversifiés, parfois de simples engrais organiques, parfois de l'urine aussi, parfois du sang séché, parfois de la corne broyée, parfois des engrais tout simplement complets à base de guano, de compost de fumier, de poudre d'os, de poudre de plume, tout ça avec finalité bien sûr de nourrir la fertilité, les fertilités de mon potager. Donc le 100% de compost, vous ne pourrez pas le voir par chez moi. Et puis aussi, je le répète, parce que je n'aime pas ces mono-approches. J'aime bien diversifier, j'aime bien apporter parfois du compost fin, du compost grossier, mais parfois aussi des paillages vraiment encore plus grossiers pour nourrir notamment les champignons, pour nourrir en fait vraiment l'espoir de nourrir toute la chaîne micro-macrobiologique dans le sol. Et ça passe du paillage le plus costaud, le plus carboné, à parfois de l'engrais azoté comme de l'urine pour nourrir vraiment rapidement, cibler des cultures précises. Donc toute une chaîne d'apports qui sont faits au potager, et le compost en fait partie, mais vous ne verrez pas 100% de compost, une approche 100% dans mon potager. Mais merci quoi qu'il en soit à Charles de nous inspirer, de nous montrer le domaine des possibles avec le compost. On change maintenant totalement de sujet. Attention, sujet très polémique avec le sujet du sans eau, notamment des tomates sans eau. Il y a eu aussi des maraîchers sans eau. Je me souviens avoir fait une vidéo très polémique il y a maintenant peut-être 3, 4, 5 ans que j'ai retirée
tellement, j'ai été bombardé de remarques et puis je pense aussi que ça concernait une personne en particulier et c'est jamais de bon ton de s'attaquer, même si je voulais pas m'attaquer à cette personne, mais je voulais rétablir ce qui me semblait être des notions importantes par rapport à l'eau au potager. Pour ceux qui sont là depuis plusieurs années, vous savez à quel point je me bats pour insister sur l'importance plus que majeure de l'eau au potager. Toute biologie passe par la présence d'eau, toutes les cultures sont de l'eau. Chaque jour de vie d'une culture, elle a besoin de transpirer et donc de consommer de l'eau pour faire ce qu'on appelle la turgescence, pour que les feuilles se tiennent droites, pour faire la photosynthèse, exactement comme nous. On a besoin d'eau au quotidien pour vivre et les plantes, le sol, c'est pareil. Donc, quand j'entends des tomates sans eau, évidemment, ça ne veut pas dire sans eau, mais pourquoi pas sans arrosage, mais tout ça c'est lié à une équation entre le besoin en eau au quotidien et les ressources en eau qu'on a de disponibles selon son climat. Et donc moi quand j'entends des tomates sans eau, des légumes sans eau, ça a vite tendance à me hérisser des poils, à me donner la chair de poule et c'est pour ça que je continuerai à vous répéter qu'il faut faire attention aux besoins en eau de son potager, qu'il est très variable. Pour une même journée d'été, on va avoir besoin d'1 litre par jour en Bretagne et peut-être de 10 litres par jour à Cannes, à Nice, sur la Côte d'Azur, parce que tout dépend de la météo, bien plus encore que des cultures. Donc des tomates sans eau, oui pour des tomates sans arrosage, parce que parfois elles vont faire des racines de 60, 70, 80, 1 mètre de profondeur, donc elles vont aller explorer ce qu'on appelle la réserve en eau du sol, la réserve utile en eau, elle est parfois de 50 litres, donc si vous consommez que 2-3 litres par jour sous un climat qui n'est pas trop chaud, eh bien la culture va être autonome en eau pendant 15, 20, 25, 30 jours, pour peu qu'il pleuve entre-temps, et on se retrouve avec une culture de tomates sans arrosage, mais surtout pas sans eau. Et c'est pourquoi encore cette saison, vous me verrez répéter l'importance primordiale de l'eau. Pourquoi encore cette saison, vous me verrez par moments arroser, tout simplement quand le besoin en eau dépasse les ressources disponibles. On réfléchira encore à comment optimiser la réserve en eau, comment développer un sol éponge, comment capter chaque goutte d'eau. Mais parfois, malgré tout ça, je répète, le besoin en eau dépasse les ressources disponibles et il faut donc tout simplement arroser pour subvenir à la vie tout simplement de nos cultures potagères. Je répète qu'un potager c'est de la vie végétale avec nos cultures et de la vie animale dans le sol et tout ce qui est vie c'est de l'eau. Donc le sujet est clos en tout cas pour moi. Ensuite, on change encore complètement de thématique, on passe quelque part du coq à l'âne, on va passer maintenant aux commentaires, aux méthodes pour lesquelles on m'a dit « Olivier, pourquoi est-ce que tu ne jardines pas avec la lune ? Tu as fait ton semis sur un nœud lunaire, sur une lune descendante, sur une mauvaise phase. » Alors, là-dessus, première chose que je tiens à dire, c'est que je respecte pleinement les gens qui jardinent avec la lune. Je pense d'ailleurs qu'elle a une réelle utilité, une réelle finalité à rassurer les gens, à leur donner un cadre, à leur donner un calendrier, à leur donner des repères, à leur donner aussi une énergie positive à jardiner dans ce qu'ils considèrent être comme des bonnes phases, des bonnes périodes pour jardiner. Et ça, c'est toujours important, je voulais aussi répéter, l'énergie positive qu'on met à jardiner, à faire nos gestes, joue parce qu'on porte plus attention et quand on porte de l'attention à des gestes, on obtient de meilleurs résultats. Je crois que c'est pareil pour tout dans la vie. Mais après, est-ce que cela est dû à la Lune ? Alors on me dit oui, la Lune agit sur les marées, sur les océans, mais elle n'agit pas en tant que telle. C'est la forme géométrique de la Terre qui fait que des masses d'eau se déplacent d'un endroit à un autre, mais la Lune ne va pas agir sur un verre d'eau, sur un lac, aussi grand soit-il. Donc la Lune, ça c'est scientifique, et moi je me base quand même beaucoup sur les données scientifiques, sur les connaissances scientifiques. La Lune n'a pas, scientifiquement parlant, d'attractivité sur une pousse végétale. Il suffit qu'il y ait un brin d'air, il suffit qu'il y ait un petit nuage qui passe, et tout ce qui est luminosité, tout ce qui est force, la Lune passe 1 milliard de fois derrière les influences climatiques, les influences lumineuses autres que celles de la Lune. Donc c'est pourquoi moi ici, je ne m'attache pas à ce calendrier. J'ajouterais aussi qu'il y a quand même aussi un côté mercantile, et notamment le calendrier de la Lune, il a le formidable avantage, niveau argent, c'est qu'il change tous les ans, et on peut le vendre tous les ans, et chaque année d'ailleurs, c'est une des meilleures ventes littéraires, et je doute un peu que parfois, il n'y ait pas, quand je vois Rustica par exemple, qui met son calendrier tous les semaines, tous les mois, je ne pense pas que forcément les auteurs du Rustica y croient, mais ils savent que ça fait vendre du papier, que beaucoup de jardiniers y croient, donc on maintient là tout un commerce autour de la Lune.
Je répète pour autant, je pense que c'est très important d'être dans la bienveillance et de respecter les croyances d'autrui. Mais par contre, il est inutile d'aller chercher à convaincre ceux qui ne croient pas ou ceux qui croient différemment. Et c'est pourquoi, moi je respecte tout simplement les gens qui m'en parlent. Par contre, si on vient m'imposer, si on vient me dire Olivier, t'es un idiot, t'as jardiné dans un mauvais jour lunaire, bon, j'aime pas trop. Donc je vous partage juste mon avis, bien sûr, mais je ne chercherai jamais à convaincre des gens qui jardinent avec la Lune de ne pas le faire. Au contraire, si ça peut vous pousser à jardiner, si ça peut vous pousser à réussir, jardiner avec votre calendrier lunaire, c'est génial et ça vous permettra de faire une belle saison. Tant mieux pour ceux qui font ainsi. Ensuite, on passe à l'avant-dernière méthode, ça va être Olivier, pourquoi est-ce que tu ne fais pas tes propres graines pour pouvoir ensuite les adapter, les acclimater à ton terrain et avoir des variétés plus productives, plus résilientes. Et ça rejoint tout ce domaine, pour ne pas dire là aussi tout ce commerce, je dirais, je ne vais pas me faire des amis, mais tant pis. Donc je dirais tout ce commerce des graines, vous savez, reproductibles, paysannes, résilientes, anciennes, non F1. Combien de fois, quand je montre parfois des graines F1, je me fais, mais vraiment, c'est impressionnant de voir parfois la haine, et ça pose d'ailleurs des questions, je trouve, les graines F1 qui sont diabolisées parce qu'elles ne sont pas reproductibles, parce qu'elles viendraient de grosses firmes, qu'elles seraient traficotées. Ça montre là toute cette guerre dans les semences entre les graines F1 et les graines non F1. Je pense que là-dessus, il faut apporter beaucoup de nuances. Donc déjà, pourquoi est-ce que je ne fais pas 100% de mes semences? Déjà parce que c'est un métier. Pour bien faire de la semence, il faut isoler les porte-graines, il faut prélever au bon moment, il faut savoir stocker, il faut savoir conserver, il faut savoir identifier. Ce n'est pas rien, c'est pourquoi j'en fais là aussi, toujours pareil, dans la nuance, j'en fais un peu. Je fais des graines de tomates, je fais des graines de betterave, je fais des graines de blettes, je fais des graines de radis. Je ressème saison après saison. Pour autant, je ne vois pas du tout d'amélioration notable parce que ce soit donc de cette expérience, mais des connaissances en général, des graines ne vont pas s'adapter aussi facilement d'une saison sur l'autre. Ce n'est pas comme ça que ça marche dans la nature. La théorie de l'évolution, les adaptations, ça se fait par croisement de variétés. On va créer des nouvelles variétés, c'est en fait des variétés F1, et quand elles se retrouvent adaptées à des milieux, elles vont survivre. Et ensuite, donc, on va chercher à reproduire des variétés qui sont déjà adaptées. C'est ce que font en fait les vieux de mon village, et dont je commence à faire partie. Les vieux de mon village, quand je parle avec eux, ils ne cherchent pas à adapter des variétés, mais par contre, ils vont garder les graines de variétés qui marchent bien pour les préserver, pour les reproduire à nouveau, pour ne pas avoir à réacheter de la semence chaque saison. Et c'est là où c'est bien de semer des graines non F1. C'est pourquoi moi ici, encore maintenant, je sème 80-90% de graines non F1, parce que c'est quand même génial. C'est des belles variétés, souvent anciennes, certes parfois un peu fragiles, mais reproductibles, des variétés notamment dans les tomates auxquelles on n'a pas accès avec des graines F1. Et les graines F1, donc, effectivement, elles sont non reproductibles, il faut en racheter chaque année, mais elles ont ce qu'on appelle un effet d'hétérosis, de vigueur, de surproductivité, de surrésistance. On croise deux variétés pour en faire une nouvelle, mais qui n'est pas reproductible à l'identique. Et c'est pourquoi, moi, par moment, eh bien, je vais parfois semer des graines F1 de choux. Ça me fait penser à ma discussion avec Charles Dowding. Charles, il est génial. Eh bien, par moment, il n'a pas du tout ce dogme. Par moment, il sème des graines F1 pour ses choux, parce que ces variétés F1 résistent aux ravageurs qu'il a chez lui, alors que des variétés non F1, il n'en trouve pas aussi résistantes. Donc, il sème simplement ces variétés F1. Donc, par rapport à ça, moi je sais que j'ai pu être à une époque en partenariat, j'ai rencontré, je suis allé visiter ces semenciers exclusivement non F1, et je trouve que parfois il y a des propos qui sont tenus qui ne sont pas très clairs, qui diabolisent beaucoup, je trouve parfois pour vendre un petit peu trop facilement, à mon sens, des graines non F1. Et ça, je vous avoue que je fuis tout ça depuis ces dernières années. Je me suis rendu compte de pas mal de choses. Je trouve que parfois vraiment, pour des raisons commerciales, on va diaboliser à tort certaines pratiques. On va passer derrière pour une dernière jolie variété.
Je finis maintenant avec une dernière méthode, plus légère. On va finir en légèreté concernant les buts. Là aussi, beaucoup de remarques sur pourquoi est-ce que tu ne fais pas des buts auto-fertiles, des buts organiques. Là-dessus, je finirai assez rapidement sur ce sujet. Ça rejoint en fait tout ce que je vous ai dit dans les autres méthodes. Des buts, c'est chouette. On empile des couches de foin, de paille, de feuilles, de tonte, de broyat. On finit quand même avec une couche de terreau. Donc tout ça demande quand même une disponibilité en matière première, demande de l'énergie, demande de la logistique, demande du transport, demande du temps. Pour au final, au bout d'un an, se retrouver avec seulement 10 à 20% de la butte, moi j'ai pu en réaliser, et puis au bout de 2 ans, tout a disparu. Donc il faut tout recommencer. Alors que bien souvent, en dessous, sous cette butte, on a un sol qui est déjà génial. Le sol, je vous le répète, je vous en ai parlé ces 10 dernières années, c'est de la terre avant tout. C'est 95% de sable, de limon, d'argile, de calcaire, de petits graviers, de sable grossier, de sable fin, vraiment de limon, d'argile, et la matière organique ne doit juste intervenir que comme le sel sur un plat. C'est juste 2, 3, 4, 5, 10% de paillage, de compost, mais ce n'est pas 100%. Là, ça devient inutile, ça devient trop. Autant étaler ce mètre-là de but organique, autant l'étaler sur l'ensemble du potager et se servir avant tout de notre sol. Donc c'est pourquoi vous ne verrez plus de buts auto-fertiles dans mon potager. Je préfère raisonner beaucoup plus en simple, en faible épaisseur de paillage sur l'ensemble du potager. Donc voilà pour tout ce que j'avais à vous dire dans cette vidéo. J'imagine qu'elle suscitera beaucoup de commentaires. Je répète l'importance de discuter avec bienveillance sur tous ces sujets. Moi, le premier, en tout cas, je vous répète que je vous partage un avis, une expérience, et que ce ne sont pas des vérités assénées, dictées, sur lesquelles vous devez vous appuyer. C'est juste un parcours de vie, une quête que je vous raconte d'ailleurs dans le prochain livre qui sort dans un mois, c'est début mars. J'essaie de vous apporter une quête d'apprentissage et de connaissances au potager. Merci beaucoup pour votre attention, et puis à très bientôt, parce qu'on a une saison 2026 là à réaliser, un potager à dessiner, et on vivra ça donc dans les semaines à venir. Merci encore et à très vite pour de prochaines vidéos. Ciao!